Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Ça se passe au Sénégal, c'est l'émission phare sur Adjo News Radio. Babacar, Buzz, Diédhiou et ses chroniqueurs. 20h, 22h, c'est l'heure du débat sur Adjo News Radio. Participez par Skype en tapant Adjo News Radio. Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Total. Merci. En tout cas, le débat, il est posé. Et là, effectivement, on trouve que c'est intéressant de poser ce débat. De le poser parce que quand même, une augmentation de 19 milliards du budget du Sénégal, c'est énorme. Je vais donner la parole à Hadi Moulkaïri Bousso. Madame Tal, est-ce que vous pensez que c'est un bon débat de poser cette question? Est-ce que peut-être que nous, on est un peu barjots? Est-ce que c'est un bon débat? Oui, bonsoir, chers amis. Bonsoir, Monsieur Diouf, mon co-débatteur de la semaine dernière. Je suis contente de vous retrouver tous et puis d'avoir l'opportunité quand même de parler de ce budget parce que moi je pense que c'est un débat dont nous ne pouvons pas faire l'économie pour la raison principale suivante, c'est qu'il s'agit quand même des deniers publics, il s'agit de la gestion de l'argent de toute la communauté et l'autre raison c'est que nous avons un président qui a fait une sortie tonitruante la semaine dernière nous demandant de nous mettre au travail. Alors rien dans ce budget n'est destiné finalement au travail, donc je pense que le débat vient à son heure. Il faudrait qu'on le pose de la façon la plus sérieuse possible parce qu'il s'agit quand même d'analyser le projet, d'analyser le contenu de ce budget-là et puis les affectations. Donc, je pense que c'est un débat qui est intéressant, qu'il faut mener sérieusement. Pour un pays comme le nôtre, pour une situation telle que nous la vivons, pour des projets tels que nous les attendons, pour les attentes qui sont quand même extraordinaires et légitimes de notre pays, je pense qu'il est temps qu'on se pose un peu et qu'on analyse objectivement la situation et qu'on essaie quand même de voir plus clair dans le jeu du président de la République. Est-ce que ce budget est finalement destiné à préparer les prochaines échéances? Est-ce que ce budget est destiné à satisfaire une clientèle? Et finalement, quel est le contenu que notre président met dans le volet social? Et qui c'est finalement qui va gérer ce volet social? Quelles sont les connexions qui existent entre le budget et l'entourage direct du président? Voilà les questions sur lesquelles nous devrions nous arrêter et que nous devrions décortiquer au long de ces 2 heures-là. Merci de nous donner l'opportunité de participer à ce débat et puis d'essayer de réfléchir quand même sur les dessous du budget 2015. Merci Hadi Moulkaïri Bousso. Oui, pour la même question à Yaga. Moi, je me dis que c'est dommage. Ça en dit long sur la sensibilité du président parce que c'est un budget de campagne présidentielle. Parce que 19 milliards, c'est pas pour faire de l'investissement, ce sera pour donner de l'argent aux leaders d'opinion, pour les mettre de son côté. Et ça, c'est vraiment dommage au moment où, aujourd'hui, les collectivités locales, avec l'acte 3 de la décentralisation, se posent des questions sur leur capacité réelle à financer les charges, les nouvelles charges qui leur sont dévolues par la communalisation intégrale. Donc, c'est bien de poser le débat de la répartition de nos deniers publics, de nos ressources nationales, parce que c'est de cela qu'il est question. C'est très intéressant comme thème. Merci Ndiaga. Là, cette augmentation, Ndiaga l'a rappelé, qui arrive à un moment où, là, le problème de l'acte de la décentralisation, on a vu, acte 2, ils avaient un problème de transfert de compétences, enfin, ils avaient transféré les conférences, et ils avaient un problème de financement. Aujourd'hui, le même problème se pose, alors qu'on nous dit que le président, dans ce budget, selon certains observateurs, qu'il y a un volet social qui est très important. Autrement dit, il y a le truc familial qu'il faudra faire. Est-ce que ce côté social-là, il faudrait pas bien le donner aux collectivités locales? C'est une question que Adi a posée. Est-ce que c'est pas ces gens-là qui sont plus proches de la population pauvre ou démunie, en tout cas de la population de manière générale? 19 milliards. Je disais, Ndiaga, tout à l'heure, avant qu'on rentre dans ce studio-là, que en plus de ça, je dis que les ministères envoient des gens au palais et ces gens-là ne sont pas payés à la présidence, ne sont pas payés par ce budget-là. Dans ce budget-là, il faudrait enlever le transport du président. Il ne fait pas partie de ce budget-là. Donc, énorme. Au final, ce que je me suis interrogé sur mon article de ce matin, c'est de dire que le Parlement vote sans débat 1/3 seulement des dépenses réelles de la présidence. Et ce n'est pas tout. Il y a de l'argent caché, c'est-à-dire que il y a autre chose au-delà de cet argent, ce qui est encore un autre débat. Mais même sur ce débat-là, si on le pose aujourd'hui, un budget qui part juste au palais, de 27 milliards à 36 milliards francs CFA, c'est énorme.
cette augmentation, qu'est-ce qui fait qu'on va augmenter ce budget-là? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le projet du président pour augmenter le budget, qui est déjà énorme, hein? Il faut le dire, qui est déjà, parce que 26 milliards, c'est énorme. Si on se rend compte qu'un président, dans le régime que nous sommes, il est là que pour organiser finalement la politique générale, pour contrôler. Il ne doit pas avoir un budget, hein, on va dire finalement, parce que ce sont des ministères qui doivent gérer. Quand on calcule aussi que ce président a une caisse noire qui est indépendante de ce budget-là, quand on dit que le président a d'autres fonds cachés qui sont loin de ce budget-là, finalement c'est énorme pour un président. Quand on pense aussi que ce même président, il a un salaire qui n'est pas, que lui-même il vote, que ce n'est pas l'Assemblée comme les autres ministères, c'est l'Assemblée qui décide de son salaire. C'est que ça devient beaucoup pour une république, comme il l'a dit, comme la nôtre. Oui, tu as parfaitement raison de faire ce diagnostic assez pertinent. Parce qu'en fait, de un... Effectivement, Paul, il était là, je l'avais... Parce que pour moi, il était parti. Je suis toujours là, je suis toujours là. Ok, c'est parfait. D'ailleurs, tu vois, j'ai donné la parole à tout le monde. Je vais revenir à toi. Paul Diouf, voici la question. D'ailleurs, ma première question au début, c'était ça. Est-ce que ce débat mérite d'être posé dans notre pays? Est-ce que, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses, ça ne passe pas au Sénégal. Pour reprendre le thème de mon émission, est-ce que ce débat mérite d'être posé ici, dans ce pays-là? Effectivement, le débat mérite d'être posé dès le moment où une politique républicaine doit être fondée sur la souveraineté du peuple à travers un réel exercice de la liberté d'opinion et la participation de tous les citoyens. Nous sommes tous des Sénégalais et je crois quelque part que le président Macky Sall n'a rien compris. En 2012, juste après son élection, le chef de l'État Macky Sall se disait déterminé à réduire de manière drastique le budget de la présidence de la République pour se conformer à ses promesses post-électorales. Mais on a remarqué que depuis quelque temps, monsieur le président de la République s'est dédié et hausse le budget du palais de 19 milliards. 19 milliards, c'est beaucoup. 19 milliards pouvaient, je ne sais pas, développer une région entière. Il faut pas que, je ne sais pas, l'APR ou la présidence nous prennent pour des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Il y a pas mal de Sénégalais qui ne mangent pas. Et ces 19 milliards-là pouvaient nourrir ces Sénégalais. Oui, effectivement, vous avez raison. D'ailleurs, je pense que quand Azien sort en Casamance, pour le pôle de développement de la Casamance, je pense que le budget, en tout cas, enfin, une partie, c'était à peu près 20 milliards. Donc, c'est bien de le rappeler, Paul, c'est le budget pour développer, c'est eux qui le disent, hein, développer une région qui octroie la présidence. Oui, c'est le pays. Mais c'est pas le pays parce que chaque ministère a un budget. Et donc c'est loin de ce budget-là. Donc voilà. Ouais, c'est-à-dire que le président vient de nous démontrer par là qu'il n'est pas un homme de parole. Pourquoi je dis qu'il nous a démontré ne pas être un homme de parole? Parce que déjà, tu l'as dit, c'est pas que à Ziguinchor, il a fait pratiquement toutes les régions du Sénégal pour peut-être annoncer des fonds d'investissement importants à hauteur de milliards. Et jusqu'à présent, je doute que même ces milliards qui avaient été annoncés au profit des régions soient comptabilisés dans le budget actuel, premièrement. Deuxièmement, le président de la République nous avait, aux premières heures de son mandat, habitués avec son slogan « gouvernance sobre et vertueuse ». Moi, je pense que c'est pas la sobriété que de renforcer ces fonds qui sont souvent dits libres. C'est-à-dire que ces fonds ne sont pas destinés à aucun programme. C'est le président qui en dispose comme il veut. Il peut les donner à qui il veut. On se rappelle l'affaire Idrissa Seck. Il disait que avec les fonds du palais là, le président lui avait donné un carnet et il lui avait dit, voilà, je vais mettre en rapport avec des personnes que tu vas devoir, voilà, alimenter avec beaucoup d'argent et tu n'auras qu'à consigner leur nom, quoi. Donc c'est le même usage qui va être fait de cet argent pour préparer la prochaine campagne. Malheureusement, c'est dommage parce que 19 milliards, c'est important, c'est pas 19 millions. Je me rappelle quand Maître Wade était là, les fonds de dotation des collectivités locales à l'école étaient 19 milliards à répartir à toutes les 300 et autres communes du pays. Donc c'est pas rien aujourd'hui, quoi. C'est pourquoi il est important de poser. Vous me dites que oui, peut-être c'est l'opportunité pour le président de faire du social. Mais les politiques sociales du président de la République, les plus phares sont la CMU, les bourses de sécurité sociale, entre autres. Et c'est des programmes qui sont déjà budgétisés et logés ailleurs qu'à la présidence. Donc si on renforce les fonds à la présidence, ce n'est certainement pas pour les destiner à ces projets sociaux-là. Donc que l'on ne vienne pas nous dire que le président voudrait peut-être se donner plus de moyens d'agir au plan social. C'est vrai, il disait que voilà, moi je n'ai qu'un seul adversaire, c'est la demande sociale. Mais à ce rythme-là, il risque de passer tout à fait à côté de la demande sociale et il lui sera très difficile de convaincre les Sénégalais pour un second mandat. Et c'est vraiment dommage que cet argent doive servir à gérer la clientèle politique, quoi. Voilà. Oui, alors, Hadi. Oui, je disais tantôt que le programme national des bourses de sécurité familiale, c'est à une part de Lyon, avec une dotation de 20 milliards, devant atteindre 100 000
nouvelle famille. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est l'autre volet social qui n'est pas mentionné et qui n'en demeure pas moins budgétivore. Ce sont les millions que le président de la République distribue gracieusement et à toute occasion. Et sans contrôle. Et sans contrôle. Et qui sait combien de millions, combien de milliards le président distribue? C'est comme si cet argent-là appartenait à Macky Sall. Et l'argent-là, c'est l'argent des Sénégalais en fait. Je pense de se doter d'un cadre quand même qui va régenter cette fameuse caisse noire, parce que ce dont on ne parle pas assez, c'est de cette caisse noire qui est légale, mais dont la légitimité n'est pas justifiable. C'est vrai, c'est vrai. On ne pourra pas reprocher au président de la République de faire l'usage qu'il veut de ces sommes-là, puisque nous avons cette fameuse caisse noire qui est suspendue sur la tête des Sénégalais et qui peut-être couvre sur le plan légal le président de la République. On ne peut pas demander des fonds à quelqu'un à qui on a signé un plan en lui disant tout simplement gère ces sous-là parce que c'est le budget de la présidente de la République. Voilà. Et l'autre chose qui me gêne moi, c'est qu'au niveau de ce budget, il y a un volet social qui est finalement un concept fourre-tout. Personne n'est capable de mettre un contenu dans ce concept de caractère social que le président de la République a entre guillemets insufflé à ce budget 2015. Qu'est-ce qu'il met dans ce caractère, dans ce volet social? Est-ce qu'il n'y a pas des ministères dévolus à la prise en charge des questions sociales? En quel honneur le budget de la présidence de la République va être un doublon des ministères dévolus à la résolution des problèmes sociaux? Donc là aussi il y a un problème et qu'il faudrait peut-être qu'on prenne en considération. Ce matin il y a un usager de la page Rassemblement des citoyens patriotes et républicains qui a dit dans un de ses commentaires que la présidence est aussi le ministère des affaires sociales. Et je pense qu'il ne se trompe pas. Il faisait de la dérision. En fait, il ne se trompe pas. Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Voilà, c'est quand même hallucinant qu'un homme qui nous a promis la rupture, qu'un homme qui a inscrit son magistère sous le signe de la sobriété, déploie autant de moyens dans un contexte aussi pénible pour nos concitoyens et que les sentinelles ne se lèvent pas pour lui dire stop. Je pense que dans ce pays, il y a des économistes très sérieux qui ont longtemps réfléchi sur la gestion des deniers publics, qui devraient sortir et expliquer au bas peuple, parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement, entre le discours de sobriété et finalement de restrictions qu'on sert au peuple et l'étalage de biens, l'étalage de matériel, l'étalage de presse ostentatoire, il y a quand même une fracture entre notre président et notre peuple. Effectivement. Ce qui est ahurissant, c'est que le comportement de Macky nous éloigne du débat parce qu'on est tellement en train de parler de ses dérives qu'on en oublie de critiquer sa gestion de nos deniers. Et c'est ça qui est dommage. Bon, elle dit que voilà, c'est quelqu'un qui contribuait pour dire est-ce que la présidence n'est pas le ministère des Affaires sociales, rendre un mauvais service aux questions sociales. Le social, c'est pas du tout et du n'importe quoi. Il y a des critères, des catégories qui répondent à un certain nombre de dispositifs qu'il faut mettre en place pour gérer la vulnérabilité. Moi, je connais les questions sociales. Le social, c'est pas acheter des militants. Le social, c'est pas distribuer à tort et à travers de l'argent. Le social, ça se base sur des études scientifiques avec des ciblages qui sont très bien menés sur la base de politiques de lutte contre la vulnérabilité, comme on en a déjà vu avec la couverture maladie universelle où il y avait un réel besoin issu d'un diagnostic assez sérieux, comme également c'est le cas des bourses de sécurité sociale où on peut dire beaucoup de choses sur la consistance de la somme, mais c'est des mesures sociales importantes. Moi, je dis que s'il y avait de l'argent à mettre quelque part dans le secteur social, c'était de le mettre dans des programmes qui ont été bien réfléchis et pensés plutôt que de donner de l'argent au président de la République pour qu'il fasse ce qu'il veut et ce qu'il entend faire. Et nous savons où est-ce qu'il va mener cet argent-là. C'est pour se constituer une clientèle politique. Je disais à Buzz que voilà, rien ne change par rapport à ce que faisait Wade. Il va donner encore davantage d'argent à ses militants politiques, aux jeunesses de son parti, à ses alliés de Macky 2012, à la classe maraboutique qui est cooptée par les politiques, voilà, aux leaders d'opinion pour se faire une large coalition et avoir des chances de se réélire. Aujourd'hui, vous parlez du social, mais la santé est un secteur important du social. Aujourd'hui, nous avons ratifié un certain nombre de conventions de l'OMS qui voudraient que dans les pays qui aspirent à l'émergence, que l'on porte le budget de la santé à 15% du budget national. On n'a rien fait depuis des années alors qu'on a ratifié. Donc si le président voudrait vraiment faire du social, c'était l'occasion de porter le budget du ministère de la Santé avec Marie Corsec qui fait un travail remarquable. J'estime on aurait dû peut-être l'appuyer en lui donnant le budget qu'il faut pour faire, parce qu'avec plus, elle fera encore plus et meilleur. Donc, oui, Paul, tu as la parole, oui. Le plus important pour moi demeure la relance de la machine économique dans la transparence, le dialogue et le partage des informations sur la situation réelle de l'économie du Sénégal. Hein, parce que quelque part, moi je crois que le gouvernement de Macky Sall ne fait pas très bien son travail. Oui, il y a un petit problème de connexion
mais ça va aller. Donc Khady, est-ce qu'elle est là? Nous on continue le débat. Juste sur le propos pertinent de Ndiaga, par rapport à la revalorisation de la dimension sociale dans la gestion des deniers publics et dans la gestion de l'État, je pense que Ndiaga a parfaitement raison et qu'il a résumé nos préoccupations. En plus du budget de la santé, il faudrait peut-être aussi mettre le budget de l'éducation, parce que c'est aussi un des parents pauvres dans les programmes gouvernementaux. Et je pense que les crises à répétition que connaît l'école sénégalaise sont dues tout simplement à un manque de moyens d'abord, à un manque de vision. Et puis je pense que le volet social devrait intégrer et l'éducation, et la santé, et les infrastructures, parce que devoir passer 19 heures de route pour relier une région du Sénégal, c'est proprement insupportable. Alors je pense que plutôt que d'acheter une clientèle politique, plutôt que de contenter une minorité de Sénégalais, je pense que le budget de la présidence devrait servir aussi à désenclaver certaines zones. Moi je suis désolée, il y a des zones du Sénégal qui ne font pas partie du Sénégal, tout simplement parce qu'il faut passer plus de temps pour aller au Mali que pour rallier le Fouta. Et je pense que c'est proprement insupportable. Pareil pour la Casamance, pareil pour d'autres localités du Sénégal. Donc sortir du désenclavement, permettre aux femmes qui le veulent d'avoir des financements, parce que je pense que ça aussi c'est un volet qui est négligé. On veut habiliter la femme, on veut la doter, mais on ne lui donne pas les moyens suffisamment. Donc je pense que, pour rebondir encore une fois sur ce cas d'Indiaga, il y a énormément de choses à faire. Le chantier social est énorme, ce n'est pas un fourre-tout, c'est une dimension de la gouvernance qu'il ne faut pas négliger, et je pense que le budget n'est pas prévu pour ça malheureusement. Merci Khady. Ndiaga, tu veux dire un mot? Oui. Voilà, je voudrais en ajouter pour souligner un peu la gravité de la situation. La CMU actuellement est financée à hauteur de 10 milliards. Et ces 10 milliards, c'est juste de quoi nous permettre quand même d'assurer les soins de santé d'urgence pour la tranche d'âge de 0 à 5 ans. D'urgence, hein, c'est pas n'importe quelle maladie qui peut bénéficier d'une couverture maladie. D'urgence, 10 milliards. Donc ça veut dire qu'avec 19 milliards, on ferait le double en termes de services. Aujourd'hui, on parle de gratuité pour les femmes en état de grossesse, pour les césariennes et autres là. Mais en fait, la gratuité n'est pas absolue, parce que quand la femme vient, c'est l'acte de césarienne qui est gratuit. Mais tout ce qui est intrant, c'est-à-dire le matériel avec lequel le professionnel doit opérer, c'est la femme qui ajoute. Et on a évalué ça à 20 milliards pour gérer ça pour toutes les femmes. Donc 19 milliards plus 1 milliard tout simplement, toutes ces femmes-là qui meurent ou bien qui ont des problèmes d'accouchement, c'est réglé. Donc voilà, moi je pense que nous sommes dans une situation où notre pays n'a pas beaucoup de ressources. Je pense que tel est le sens récemment de la déclaration du ministre de l'économie et des finances qui dit qu'on ne peut pas se permettre au Sénégal que le budget du Sénégal, le tiers du budget soit donné seulement à 1% de la population, notamment les 103 000 fonctionnaires. Donc ça pose la question de la raréfaction de nos ressources qui devrait nous amener à faire une utilisation efficiente des ressources dont nous disposons. Si le président se met à faire dans la gabégie, à se donner de l'argent pour jouer, ça pose des problèmes de gouvernance, quoi. Oui, tout à fait. Ndiaga, donc le débat il est posé. On sait que par exemple le budget il est augmenté, en tout cas, et il évolue de manière presque 100%. De 2000 à 2014, le budget a augmenté. C'est impressionnant. Donc c'est Magui qui continue à augmenter. Et donc j'ai cité ici un certain nombre de choses qui ne sont pas prises encore en compte. Donc c'est-à-dire ce budget-là, ce n'est pas le budget réel de l'Assemblée. Mais mon souci aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a une Assemblée, parce que ce budget-là, c'est une proposition de budget, on le sait, mais il va être voté à l'Assemblée, là où nous avons les représentants du peuple. Ndiaga, est-ce que ça ne pose pas un problème de la manière dont nous sommes représentés, de la manière dont les institutions sont faites dans ce pays? C'est un gars que vous citez, je ne sais pas s'il tient, il en parlait souvent, un certain Talassi là, mais effectivement, il y a un problème de nos institutions ici, parce que le budget là, quand il va aller à l'Assemblée, il sera voté. Personne ne se pose le débat. Et sans compter tout ce que j'ai évoqué. J'ai évoqué aujourd'hui donc l'argent des ministres, des gens qui sont là-bas, qui ne sont pas payés. Donc le Parlement ne vote qu'un tiers de sommes réellement dépensées par la présidence de la République. Autre curiosité étonnante. Alors que les rémunérations aux indemnités des élus ou des décideurs publics sont fixées par la loi, aucun texte juridique ne fixe le salaire du président de la République. Il le fixe donc lui-même. Mais au final, combien nous coûte la présidence? Estimation de 90 milliards pris aux contribuables, je l'avais dit. 36 milliards de budget officiel, donc qu'on vient de voter, auquel il faut ajouter, comme je dis, les contributions en personne et en investissement des ministres.
qui coûte 54 milliards. Finalement, c'est énormément qui nous coûte quoi. Mais mon problème, c'est l'Assemblée qui vote ça. Moi, c'est mon problème. J'arrive pas à comprendre une Assemblée représentée, enfin, qui représente le peuple. Comment ils peuvent accepter, Ndiaga, si nous n'acceptons pas ça, comment une Assemblée peut accepter ça? Moi, c'est ça mon problème. C'est vrai que ça va passer, ne vous en faites pas comme lettre à la poste, quoi, parce que ce sera le jeu éternel de la majorité mécanique. Aujourd'hui, j'ai été à une conférence où j'ai rencontré un parlementaire qui a fait 12 ans de législature, qui s'y connaît en matière de parlement. Il disait qu'à l'Assemblée nationale, même les commissions là, qui sont inscrites, les commissions d'enquête dans le règlement intérieur de l'Assemblée, pour qu'un député puisse dire, voilà, on va instituer une commission d'enquête pour éclairer tel point, il faut qu'il adresse une lettre au président de la République. Il appartient au président de convoquer la commission d'enquête. Donc ça veut dire que si le président ne veut pas, et ça pose encore une fois de plus le débat de fond qui avait été agité au niveau des assises nationales. C'est-à-dire que c'est l'hyper-présidentialisme. Le président a tous les pouvoirs au Sénégal et il se donne tous les moyens pour, c'est-à-dire que dominer les autres pouvoirs, que ce soit le pouvoir exécutif, je n'en parle pas, c'est son pouvoir traditionnel, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs aujourd'hui au Sénégal. Que l'on ne veuille pas nous mettre des choses qui n'existent pas dans la tête, ça n'existe pas. Même quand on aura fini de voter, ce qu'il y a de plus cocasse dans cette affaire, c'est que ces 19 milliards-là ne pourront faire l'objet d'aucun contrôle. Donc c'est le président qui en dispose comme il veut, qu'il les dépense comme il l'entend. Donc ça, c'est pas la transparence. Ce que je disais, Ndiaga, ce qui est plus extraordinaire et même sidérant, c'est que le président fixe lui-même le montant du budget de la présidence, qu'il utilise selon son bon plaisir, sans aucun contrôle. C'est quand même impressionnant, quoi. Même les imams sont contrôlés par Dieu. Enfin, je rigole, j'exagère, mais c'est fou quand même. Oui, Paul. Oui, je voulais juste dire, mon frère qui a parlé vous savez, de la rupture à l'augmentation de tous les budgets. Tout d'abord, le budget du Sénégal augmente de plus de 137 milliards, soit une hausse de 5,02%. Il passera de 2732 milliards en 2014 à 2869 milliards en 2015. Une bonne nouvelle pour l'État et une mauvaise nouvelle pour les populations qui voient leurs conditions de vie se détériorer. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est que les gens applaudissent. Applaudissent parce que, je disais tantôt que, n'est-ce pas lui, Macky Sall, qui avait viré les conseils embauchés par Wade? Tout à fait. Pourquoi le palais vaut cette augmentation de 19 milliards? C'est des questions que je me pose. Et cela n'est rien à côté de l'augmentation à 106% du budget du Conseil économique et social, qui ne sert absolument à rien en fait. Un budget de 45 milliards pour applaudir, c'est grave pour un pays qui est, je ne sais pas, un pays pauvre comme le Sénégal. Oui, c'est grave, effectivement. On n'avait pas pensé le Conseil économique et social, qui, on ne sait même pas c'est quoi son rôle finalement. C'est vrai que ça nous avait échappé là. Le budget a augmenté de 106%. Il a raison et ça nous avait échappé. Il faut rappeler là-dessus que quand il y avait eu les inondations, le président de la République avait en son temps dit qu'il n'allait pas reconduire le Conseil économique et social. Ça avait fait un débat ici, il était à New York où il y avait des manifestations et tout, parce que d'aucuns se disaient que c'était une institution budgétivore qui n'avait pas un rendement, parce que c'est une institution de consultation, c'est-à-dire qu'on fait des études pour peut-être faire des propositions que le gouvernement n'est même pas tenu d'appliquer. Et il y a des directions qui font des études et qui font des propositions au niveau des ministères. Il y a des directions techniques qui peuvent faire le travail. Et ça pose la question également de la rationalisation de l'intervention du gouvernement. Et je pense que en ligne de fond, il faut poser la question également de la rationalisation des ressources et de la gestion des ressources. Aujourd'hui, je suis allé à une conférence sur le système de protection sociale. Le gars, il disait qu'au Sénégal, tant qu'on ne rationalise pas, parce que il y a la direction du ministère de l'Emploi qui fait de la protection sociale. Au ministère de l'Économie sociale, on fait de la protection sociale. Au ministère de l'Emploi, on fait la Caisse de sécurité sociale, on fait de la protection sociale. Et du coup, des fois, on fait des politiques qui se répètent pour le même cible, quoi. Ça pose des problèmes au Sénégal. Moi, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui du Conseil économique et social. On devrait évaluer l'impact de ce mandat passé pour le Conseil économique, social et environnemental avant de pouvoir prendre des décisions allant dans le sens de multiplier par 2 son budget. Moi, je crois qu'il ne faut pas que ça passe à l'Assemblée. Il faut poser le débat. Le texte n'est pas encore définitivement voté, mais il faut poser le débat pour que les gens puissent être suffisamment sensibilisés. Certainement. Oui, allô. Ce que je voulais dire par rapport au super pouvoir du président de la République, il nous fallait encore une fois réfléchir sur les moyens de contrôle efficaces et puis faire activer les leviers qui nous permettent quand même d'avoir une emprise sur ce que fait le président de la République et de pouvoir lui demander des comptes. Oui, oui.
Allô? Allô, oui. Oui, on t'entend, bon, faiblement, mais on t'entend un peu. Je ne sais pas si les auditeurs t'entendent, c'est ça le souci, mais nous on t'entend ici. Voilà, parce que là, je me bats contre la connexion, j'ai un débit assez faible, parce que comme je te disais, j'ai voyagé. Oui. Et puis voilà, c'est vraiment dommage pour moi, parce que c'est un débat d'utilité publique, c'est un débat quand même assez sérieux de budget. Oui. Et puis c'est aussi un débat qui nous permet quand même aussi de poser le problème de l'institution qu'est la présidence de la République. Oui. Et de l'urgence de nous doter de moyens et finalement d'institutions nous permettant de structurer le contrôle sur comment la présidence de la République est gérée, comment ce budget-là est affecté et quelles sont les orientations qui sont celles du président de la République et qui ne cadrent pas finalement avec les priorités de notre nation. En tout cas, merci. Donc nous on t'entend ici dans le studio, mais c'est une petite radio en fois qui essaye. Donc du coup on n'a pas pu mettre la ligne pour le téléphone. Mais en tout cas, c'est un plaisir déjà. Ça montre combien toi, tu as envie de participer à ce débat-là. Donc, du coup, on ne va pas trop te retenir, Khadimoul Khairi. On va continuer avec Paul. Mais en tout cas, on se donne rendez-vous. On connaît désormais les horaires. C'est lundi, mercredi, c'est vendredi. On reviendra effectivement quand tu seras chez toi. En tout cas, c'est un plaisir de partager avec toi ce plateau-là. Donc, on va continuer. C'est un débat, comme tu dis, très intéressant. Mais voilà, c'est dommage la connexion. Mais en tout cas, on a essayé. Merci en tout cas, Moul Khairi. Donc, à bientôt. Donc, le débat continue. Vous l'avez bien compris, Moul Khairi Bousso qui est en déplacement, donc qui n'est pas actuellement chez elle. Mais en tout cas, elle a tenu à participer à ce débat-là parce que c'est intéressant pour elle, parce que cela vaut le coup, parce que c'est le Sénégal qui est en jeu, parce que c'est finalement l'enjeu même du développement de ce pays-là. C'est quoi? La notion de la transparence est venue souvent, parce que c'est ça. Je dois dire à l'attention de nos auditeurs que, à l'instar du budget de la présidence, le budget du Conseil économique, social, environnemental n'est pas soumis au contrôle. Ça, il faut le dire, hein. On ne contrôle pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le budget de la Thiès a été augmenté de près de 50%, 100%, je ne sais pas, a été largement augmenté de 137 milliards. Donc, c'est 37 milliards qui vont échapper à tout contrôle administratif ou comptable. C'est comme le président de la République et ça pose problème. Et l'autre problème que cela pose, aujourd'hui, nous avons un Parlement et le Conseil économique et social. Le Parlement, aujourd'hui, pourrait, sur la même logique, demander à ce que le budget de l'Assemblée nationale soit augmenté. Est-ce qu'on ne va pas sur la même lancée également, pour faire dans le parallélisme des formes, augmenter du même coup le budget de l'Assemblée nationale? Parce que je doute que le travail fourni par le Conseil économique, social et environnemental soit beaucoup plus qualitatif en termes de contribution que le travail qui est fourni par les députés à l'Assemblée nationale. Moi, je dis que le président ne sait pas dans quoi il se fout. Peut-être ce qu'il va dire, c'est que là-bas, au niveau du Conseil économique social, c'est le président qui les a nommés. À près de 60%, 63% des membres, c'est le président qui les nomme, quoi. Donc ça veut dire que l'argent qui est mis là-bas, il a plus de contrôle sur cet argent-là que l'argent qui est au niveau de l'Assemblée nationale, avec l'opposition qui est fortement représentée et qui a l'œil sur l'argent de l'Assemblée nationale. Il y a également peut-être son allié, mais qui ne va pas tout lui permettre, Moussa Fagnas. Donc je me dis que le président est en train de cacher de l'argent pour demain pouvoir l'utiliser dans le cadre de la campagne qui se pointe au niveau de la présidentielle 2017. Et je pense que c'est assez dommage. On est en train de passer à côté de l'essentiel sur les questions de développement, les questions sociales, les questions de transparence. Le président est en train de tout foutre à l'air. Allô, Paul? Oui, Paul, est-ce que tu nous entends? J'aurais bien voulu participer, mais le réseau déconne. Oui, tout à fait. Il est pertinent et j'aurais bien voulu après qu'on puisse échanger de mails et nous ressembler aussi, parce que le Sénégal nous appartient. Et il est devoir de dire à Macky Sall qu'il a l'obligation morale et politique de placer l'intérêt national au-dessus de toute considération partisane. Ce qu'il fait n'est pas du tout bien. Politiquement, vous vous rappelez que quand Abdoulaye Wade avait pondu sa loi pour la vice-présidence et le mandat présidentiel, pour augmenter le mandat, mais tout le monde avait sonné la mobilisation. Moi, je pense que ce problème-là mérite que l'on se mobilise pour descendre et dire non, parce que c'est pas l'argent de Macky Sall, c'est l'argent du contribuable, de vous et moi, des Sénégalais qui écoutent, de maman, de papa, du vendeur de tchaf.
parce qu'il y a des taxes qui sont prélevées sur les biens de consommation, il y a nos salariés qui sont taxés, et c'est cet argent-là qu'on va mettre dans l'escarcelle du président pour qu'il joue avec du wango. Et malheureusement, au Sénégal, aujourd'hui, il faut le déplorer. Et là, moi, vraiment, j'ai une dent contre l'élite politique qui s'est carrément et systématiquement alignée autour de Macky Sall et qui est en train d'être complice avec Macky Sall de vampirisation. C'est-à-dire qu'on vampirise les ressources de l'État, on vampirise le Sénégal pour alimenter les partis et entretenir la clientèle politique. C'est ce qu'on avait combattu avec Abdoulaye Wade. Maintenant, il ne faut pas compter sur cette classe politique alignée au garde-à-vous. Moi, je pense que c'est à nous, jeunes, de se dresser comme un seul homme pour sonner la mobilisation. Les gens de Y'en a marre, où sont-ils? Ils s'éclipsent un peu, quoi, qu'ils reviennent au devant de la scène. Il y a des combats qui méritent d'être portés comme le soir du 23. Donc, ce combat-là, il faut qu'il soit mené, quoi, pour dire au président de la République, ça suffit. Les lois du pays ne vous permettent pas quand même d'être sur la normalité, mais nous qui avons la souveraineté populaire, nous pouvons nous mobiliser pour vous amener, vous contraindre à faire de façon que nos ressources soient gérées à bon escient. Tout à fait, Ndiaga, je suis parfaitement d'accord. Paul l'a rappelé, parce que l'intérêt de ces débats-là, c'est aussi de pouvoir, à la fin, essayer de trouver des solutions pour mobiliser les personnes autour de ce qui est l'essentiel, de ce qui fait avancer ce peuple-là. C'est inadmissible qu'à cette époque des choses, à cette période, à cette évolution des choses, que les présidents font la sourde oreille finalement, parce qu'ils le savent bien et ils voient ce qui se passe. Il y a un exemple, Ndiaga, j'ai donné ça la dernière fois, c'était en Angleterre, où Tony Blair, effectivement, en 2006, où il avait été critiqué parce qu'il avait pris un peu des voyages un peu trop chers, des avions officiels pour voyager privé. Du coup, quand il a été critiqué, il a pris une compagnie, donc c'est le Ryanair, une compagnie irlandaise low cost, qui coûtait 49 livres. 47 000 francs, Tony Blair. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui nos présidents prendre un truc low cost? C'est pas possible. Mais encore pire, hein, moi je vais te dire, une modestie encore bien loin d'égaler la rigueur des pays scandinaves. Hein. En octobre 2006, 3 ministres ont dit démissionner. Une semaine après avoir pris leur fonction, la ministre de la Culture, pour ne pas avoir payé la redevance audiovisuelle, depuis 16 ans, la ministre du Commerce, pour avoir enregistré sa maison dans le paradis fiscal des îles Jersey, et troisième, une avoir négligé lui aussi de payer la redevance. Prison inutile. En Suède, tout citoyen peut consulter les courriers ou les notes de frais de chaque ministre. Quand est-ce que nous on va arriver ça? Ndiaga, voilà encore pour répéter le nom de mon émission, c'est quand je dis pourquoi ça ne passe pas au Sénégal. Parce que ça c'est possible, Ndiaga. Même si nous avons une réalité, c'est cette réalité-là d'ailleurs qui est le fondement de notre société. C'est quoi? C'est gérer bien, les deniers publics. Ça se dit dans les chansons populaires, hein? Oui, les Youssou te dit, mais alalumbolo, dans la répétition, dans l'adage, dans tout ce que tu veux, on a ça. Mais pourquoi nous, on ne parvient pas à faire ça? Et c'est ça ma question aujourd'hui. Il faudrait qu'on arrive, et comme tu disais, il ne faut pas compter de cette élite-là pour qu'ils changent. Parce qu'ils sont là pour maintenir les statu quo. Ils sont là de dire quelque chose et le lendemain faire son contraire. On y reviendra la deuxième partie de cette émission. Macky qui reproche aux Sénégalais de faire la fête et lui-même qui donne le mauvais exemple. On reviendra. Paul, tu as entendu? Allô, Paul? J'entends très bien. C'est parfait. Je voulais juste prendre l'exemple du Ghana, qui est un pays vraiment très démocratique. Vous savez, nous les Sénégalais, on oublie des fois qu'il n'y a pas une vraie démocratie chez nous parce que l'Assemblée nationale ne joue pas très bien son rôle. Prenons l'exemple du Ghana. Vous savez, avant-hier, le directeur du Trésor a été mis en prison juste parce qu'il a mis du plein d'essence dans sa voiture et qu'il n'a pas déclaré ça au niveau de la caisse. Mais il y a également l'affaire Sarkozy, les comptes de campagne qu'il faut méditer, quoi. Sarkozy, aujourd'hui, il a des devoirs pour avoir dépassé le plafond alloué aux campagnes. C'est ça. Mais aujourd'hui, au Sénégal, la question du financement des partis pose problème. Donc, il y a des partis qui n'ont pas d'argent pour s'autofinancer, mais des fois, ils vont s'accoler au président de la République qui va puiser sur ces milliards-là pour les entretenir. Et du coup, demain, voilà, ils vont lui faire allégeance et il va élargir sa base politique. C'est ça le problème du clientélisme politique. Je te coupe pas, juste pour te donner un exemple. Je lisais un livre de Djiboka qui s'appelle, je sais pas, un petit berger au service de l'État, quelque chose comme ça de la République. Et il parlait déjà il y a longtemps de cette question de financement des partis là. Mais non, mais ils veulent même pas que ça. Mais attendez, on parle de financement des partis.
bon, les seuls textes disent, peut-être moi j'ai été un peu militant, mais je suis un peu loin de ça maintenant. Les textes disent que les partis politiques, en tous les cas, dans le financement, ne doivent pas recourir à des fonds extérieurs. Mais on a vu Macky Sall, quand il faisait sa campagne-là, alors qu'il venait de sortir mais il a organisé un meeting à 100 millions. Les Européens étaient venus, on avait dit, mais qui était derrière lui? Il y avait des contributeurs étrangers et tout. Donc on est en train de violer la loi nationale sur ces questions de financement des partis politiques. Mais encore que cette loi même a des limites, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas un dispositif de répartition et d'utilisation des ressources dans le cadre des partis politiques. Et ça pose encore la question de la démocratie interne aux partis politiques. Et la question même du pléthore de partis politiques. On se lève, on a besoin de s'en sortir, on crée un parti politique pour aller faire dans le lobbying politique, pour pouvoir approcher le président de la République et bénéficier de ces milliards. Donc aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a pas mal de partis qui vont sortir les crocs scintillants parce qu'ils vont se dire que voilà, nous sommes président, il a autant de pactoles, autant d'argent. Donc voilà quoi, ce qui rajoute à la crise des valeurs, quoi, des valeurs dans le champ politique. Le président j'ai toujours dit que pour gérer la question de la transhumance et la question du clientélisme politique, il faut s'attaquer à la tête, c'est le président de la République. Il ne faut plus que l'on donne au président de la République la latitude d'avoir des milliards à sa disposition et d'en faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, il faut contrôler le président. Après tout, le président est un citoyen comme tous les autres, quoi. C'est vrai qu'il faut le protéger pour qu'il ne soit pas, exposé à tout et à rien à la fois. Mais il faut que sur des questions d'utilisation des deniers publics, que l'on puisse avoir le minimum de transparence, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment invraisemblable que l'on dise au Sénégal que le président a autant d'argent, le Conseil économique a autant d'argent, mais on ne contrôle pas. C'est un seul individu, une seule personne qui utilise 19 milliards au moment où les Sénégalais sont là à crever de faim, quoi. Ça, c'est pas sérieux. On va y revenir, je ne sais pas si Paul, ça coupe, mais en tout cas, on t'entend avec l'exemple de ce directeur au Ghana. Donc, c'est très intéressant. Mais là où il faut effectivement revenir, Ndiaga, c'est cette question qu'on a évoquée tantôt là, avec Macky, qui demande aux Sénégalais de dépenser moins. Je ne viens même pas à la fête, on va revenir à la fête. Mais déjà, il dit qu'on consomme mal. Donc, il y a une certaine restriction qui est demandée au Sénégal dans le budget, de consommer moins. Et au même moment, il augmente son budget. Au contraire, comme tu l'as dit, c'est le président, il faut s'attaquer à la tête, qui doit donner le bon exemple. Mais jusque-là, il n'y a rien sur quoi le président donne un exemple, en tout cas au niveau économique. Déjà, on a vu ses anniversaires où on donnait de l'argent. On a vu aujourd'hui, lui qui augmente son budget, le budget du Conseil économique et social. Le budget bientôt de l'Assemblée va être augmenté. Le président de l'Assemblée, il a une caisse noire que personne ne contrôle. Mais comme tu l'as dit, mais comment aujourd'hui nous allons pouvoir, Ndiaga, essayer de se dire il faut qu'il y ait un contrôle. Parce que ce problème de contrôle-là, ce n'est pas aujourd'hui que ça se pose. Je me rappelle bien, je le cite, je l'apprécie, Talla Sylla qui disait à un moment que non, on ne peut pas demander au président quelque chose tant que nous ne fixons pas le budget en disant au président, voilà ce qu'on te donne pour ta caisse noire. Vous plafonnez, voilà le mot. Si on ne plafonne pas, si on lui dit que tu as envie de faire ce que tu as envie, donc sur rien, nous on le contrôle. On lui laisse son salaire, on lui laisse sa caisse noire, on lui laisse le budget, il fixe comme il le veut. Sur quoi? Il faut qu'on commence par quelque chose, au moins plafonner soit sa caisse noire, au moins quelque chose, parce qu'on ne peut pas attaquer tout ça, parce que c'est, comme tu dis, tout le monde y voit son intérêt. Parce que le parti politique qui va être créé le lendemain voit effectivement dans cette caisse noire, je peux avoir quelque chose. Un ministre voit que je peux être financé. On a vu aujourd'hui ce qui s'est passé avec le livre du colonel qu'on n'en a pas parlé, certainement on reviendra, où l'argent était là, Abdoulaye Wade distribué comme il a envie, on en faisait tout ce qu'on a envie, les fondations, on en donne. Mais c'est dit n'importe quoi, Ndiaga. Je ne sais pas si Paul il est là. Allô Paul? C'est tantôt que c'est un moyen également de se remplir les poches. Le budget du palais permet au président de la République d'avoir une arme de corruption. Tout à fait. Les récalcitrants dans la dèche et adhérer au parti au pouvoir. Bizarre. Tout cela, quand on disait au départ que tout ne sera pas comme avant, je vois que c'est un éternel recommencement. Pensez au peuple. Je veux dire à Macky Sall de penser au peuple avant de penser à... Oui, pourtant on l'entend très bien quand il parle, mais ça coupe. Et c'est la connexion. C'est pas que à Accra que ça coupe. Même à Dakar, la connexion, elle est pareille. Mais bon, c'est une petite parenthèse. On reviendra sur ces questions-là où rien n'est stable finalement, quoi. Tu disais quelque chose qui me paraît important.
Moi, chaque jour, j'interpelle le peuple des assises. Ces questions ont été abordées au niveau des assises. La question du plateformement du budget et de son contrôle, le budget du président et de certains services. En son temps même, on avait posé la question du contrôle du budget du ministère de la Défense. Et c'est le budget sur lequel tout le monde était tombé d'accord pour dire que puisque c'est des questions top secret, top défense, on peut laisser comme ça en dehors du contrôle. Mais pour le président de la République, il fallait de un, plafonner et de deux, contrôler parfois le budget. Mais bon, regardez ces assises aujourd'hui, ils ont complètement abandonné l'esprit des assises pour aller peut-être participer à la bamboula parce que c'est de ça qu'il est question. Amine Total qui est allié, elle va se tailler un budget énorme. Moustapha Niasse qui est allié, il va se tailler un budget énorme. Et je ne parle pas de ce que l'on va donner par des canaux informels à Tanor et aux autres de Macky 2000. C'est ça aujourd'hui la configuration politique. C'est un partage de gâteau aujourd'hui et chaque parti va s'en mettre plein les poches pour pouvoir peut-être préparer la campagne et avoir de quoi financer ses militants. C'est ça le problème. C'est pas une répartition qui obéit à une rationalité basée sur les objectifs de développement. Parce que les objectifs de développement, ils sont contenus dans le PSE. Que va faire le budget de la présidence dans le financement du PSE? Tout ce qui va être destiné dans le financement du PSE va être réparti entre les programmes au niveau des ministères. Donc je dis que cet argent-là ne va servir à rien d'autre qu'à faire de la politique et à acheter des militants. Ça, c'est clair. Je suis étonné de voir que le président n'est pas suffisamment pressé parce qu'il avait, mine de rien, en temps de campagne entre les deux tours, annoncé 100 000 emplois. Donc voilà, depuis lors, il y a quoi, l'ASP, l'Agence nationale de sécurité de promotion, et puis aujourd'hui, on nous dit 4 900 agents à recruter, dont 1000 agents de santé et 3 000 agents de sécurité. Donc là, ce que je dois dire, où est-ce que dans ces prévisions-là, vous voyez une bonne part allouée au secteur social? Et quand le président de la République disait que son adversaire c'est la demande sociale, moi je ne vois pas la part qui est allouée en termes d'investissement, en termes de budget aux programmes sociaux. La CMU demande à être financée. La question des bourses de sécurité sociale, on n'en parle pas. Bon, pour le moment, on n'en parle pas dans le budget. Donc, bref, il y a beaucoup de choses qui sont là en suspens et qui pensent vers la raréfaction des ressources pour certains secteurs importants, mais pour d'autres secteurs, les ressources sont là à foison. Donc, ce budget n'est pas équilibré relativement aux objectifs sociaux que l'on s'est fixé dès le départ. Et ça pose la question également de la gestion sobre. Et ce que l'on a vu récemment, hier, à Diamniadio, voilà, ne nous rassure pas, quoi. Le président de la République qui dégage 24 millions pour faire du transport de militants, déportation de militants avec des milliers de Ndiagandiaï, et puis une meute de griots qui est là, Youssou Ndour qui prend le temps comme il veut devant le président. J'ai rigolé quelque part quand le président avait été annoncé pour venir prendre la parole et Youssou Ndour de dire oui, le président me dit de remettre ça encore une fois de plus, quoi, de vous donner un autre morceau, quoi. Moi je me dis que même Macky, nous l'avons pas élu pour faire dans la récréation, quoi. Le temps d'un président il est précieux, quoi, pour que Youssou Ndour qui ne sait pas où il va joue et dispose comme il veut du temps de notre président de la République. Et Macky, je pense que lui qui nous disait il y a pas longtemps que voilà, il faut, les Sénégalais versent dans trop de fêtes, il y a trop de gaspillage, on mobilise autant d'argent pour faire la fête. Et puis voilà, tous ces griots-là, moi il y a des gens qui avaient disparu de la circulation, il a fallu casquer fort pour les débusquer. Les El Hadji Mansour Mbaye que l'on ne voyait plus, mais il faut beaucoup d'argent pour les faire débusquer. On va revenir sur ça, on va revenir juste pour clore cette partie du budget avec Paul, peut-être certainement il a quelque chose à dire, si ça coupe pas, avec Paul, et après on revient sur ça, parce que quand même c'est important, cette question de festivité, j'en sais rien. Oui, allô, Paul. Il a un problème de micro, Paul, c'est pas grave, il nous entend très bien. Mais en tout cas, le cœur est là. Il n'y a pas de souci, on comprend bien, en tout cas, cette envie de vouloir participer. Donc, nous, on va continuer le débat. Donc, je vous rappelle, dans cette émission, on avait Paul Diouf depuis Accra, analyste financier à la BAD. Donc, aussi, on avait notre professeur de lettres modernes, Hadi Moulkairi Bousso, Madame Tal. C'était un plaisir, donc en tout cas leur participation. Ndiaga, on va donc attaquer après cette question de budget qu'on va pas finir certainement à la fin. Enfin, on l'a déjà dit, quoi, où il faut essayer de trouver des mesures ou en tout cas un système pour protéger la chose, pour pousser les gens. Mais je pense que déjà ce débat-là en est un. En tout cas, si on multiplie les débats comme ça, certainement l'Assemblée fera quelque chose.
même si c'est difficile de faire des enquêtes, même si c'est difficile d'ouvrir des commissions d'enquête. Mais c'est en parlant, comme on disait au début de notre émission, qu'il faut retrouver la parole, cette parole un peu perdue. Il faut retrouver. Mais revenons-en et attaquons directement ce problème de la festivité, des fêtes au niveau de toutes ces zones. Pourquoi un président a besoin de sortir autant d'argent pour la mobilisation juste parce qu'on doit inaugurer quelque chose qui va dans la cour des choses, qui est normal? Tu fais un projet, tu payes pour une salle, on l'inaugure, ça, c'est normal. Les journalistes doivent en parler et puis c'est fini. Pourquoi ce boumboula? Pourquoi cette bégaye, comme on le dit dans notre langage, pour juste une inauguration, alors que les problèmes qui devaient être posés, c'est combien ça nous a coûté? Quelle est son importance dans notre société? Est-ce que ça valait le coup, après avoir quelques années installé un grand théâtre, de faire une salle de conférence? Et au-delà de ça, l'argent qui est gaspillé, Ndiaga. Voilà, Buzz. Moi, je crois que depuis un certain temps, le président de la République, il est résolument engagé vers l'échéance prochaine 2017. Et il faut s'attendre à chacune de ces réalisations qu'il y ait de la bamboula pour annoncer, voilà, la moindre réalisation, parce que il est dans le temps de la politique politicienne. Il faut le dire depuis un bon moment. C'est le sens de sa déclaration quand il disait que voilà, je n'ai pas de candidat en 2017. Là, il revient dire que c'est les urgences sociales qui sont mes véritables adversaires. Donc, il est dans le temps de la politique politicienne. Il est résolument tourné vers 2017, le président de la République. Et c'est vraiment dommage pour le pays et tout ce pays qui devrait être en chantier. Voilà, le président se permet quand même malgré tout de convoquer une bamboula, peut-être pour des millions casqués ici, ça et là, parce que voilà, d'après mes investigations, 24 millions ont été donnés pour la mobilisation en Ndiagandia et des militants pour venir applaudir le président, faire les éloges du président. Youssou Ndour, on a dû lui donner beaucoup d'argent, les Mansour Mbaye et autres là, l'association des Grouillots de même. Moi, je pense qu'on pouvait nous épargner de tout cela. Après ce que le président nous a dit ici en termes de fête et en termes de gaspillage, quoi. C'est lui qui verse dans le mauvais exemple. Et aujourd'hui, je pense que il n'est plus en droit de nous donner la moindre leçon que ce soit, quoi, parce qu'il a fini quand même de nous démontrer qu'il est un président de la République irresponsable, parce que je ne peux pas comprendre au moment où il y a des urgences sociales. Tous ces chantiers peinent à démarrer. Nous l'avons dit et démontré. Vous savez que la CMU a des difficultés de financement. Vous savez que l'acte 3 aujourd'hui a des difficultés de financement. Les collectivités locales ont peur de ne pas pouvoir peut-être gérer les charges qui leur sont dévolues. Et aujourd'hui, vous voyez, le président, ce qu'il fait de façon unilatérale, il augmente son budget au niveau de la présidence de 19 milliards. Et puis, à quoi servent ces 19 milliards? À peut-être créer une meute qui va chanter les éloges du président de la République, faire un tollé sur les réalisations du président de la République. Et là, on s'éloigne de plus en plus de la gouvernance sobre et vertueuse. Et c'est vraiment malheureux. Maintenant, il ne faut pas que les Sénégalais se laissent divertir, quoi. Moi, je l'ai dit sur cette question du budget-là, il faut sonner encore plus que jamais aujourd'hui la mobilisation pour peut-être faire revenir le président sur les questions de l'heure, les questions de développement, les véritables questions de développement. Ils sont au niveau de l'emploi, ils sont au niveau des investissements. Regardez ce budget-là. Je vais y revenir, quoi. Parce que quand on dit il y a des fonds en réserve, 116 milliards pour des infrastructures qui ne sont pas encore identifiées, 52 milliards pour un tramway qui n'a pas encore fini d'être ficelé. Donc ça dit qu'on est en train de mobiliser et de mettre à côté de l'argent pour faire dans ce jeu-là, quoi, le jeu des acteurs politiques, pour s'armer et peut-être se mettre très tôt dans une perspective de campagne électorale pour la présidentielle de 2017. Maintenant, moi je compte sur la clairvoyance des citoyens, quoi, et sur une partie de la société civile, parce que la plupart des membres de la société civile ont fini de rejoindre le président et sa clique, quoi, et aujourd'hui ils s'embourgeoisent, voilà, et c'est le citoyen que nous sommes qui casque, quoi, aujourd'hui, et c'est vraiment malheureux. Oui, Ndiaga, on va parler déjà d'un problème, c'est une continuité, on reviendra sur ce problème de la festivité, de toute cette bombe-là. Mais d'abord, Paul nous dit ça, le centre de Diamniadio est un scandale financier en vue. Ce centre peut être réalisé avec au plus 20 milliards de francs. Son coût a été triplé.
D'ailleurs, il est facile d'avoir un aperçu de ce que j'avance. Qu'on nous donne la superficie bâtie et nous calculons le coût au mètre carré, sachant que le coût réel avoisine les 60 milliards si on prend en compte les VRD. Ça, je sais pas. Pour le Paul, tu me diras, les VRD, on n'est pas économiste. Mais ce même problème que Paul nous pose a été posé par Moubarak. Je sais pas parce qu'il est un peu révolté, mais il nous dit, mais c'est pas normal. Il faut qu'il y ait un audit. Parce qu'il a été... On avait annoncé 41 milliards, si je ne me trompe pas sur le chiffre. Aujourd'hui, on nous parle de 60 milliards ou 51 milliards. Il y a un problème, c'est qu'il faut auditer des choses. On ne peut pas nous dire, même si, je ne suis même pas sûr, parce que dans aujourd'hui le monde moderne, si on nous parle d'un budget pour quelque chose, il y a toujours des marges. En se disant, on calcule avec les marges. Mais si à la fin, au-delà de ces marges-là, on se trouve avec un budget extraordinaire, c'est que ça pose un problème quand même. Parce que dans la nomenclature budgétaire, il y a beaucoup de ministères qui n'ont pas un budget d'1 milliard. Il y a des ministères qui ont des budgets de 800 millions. Et là, on bâtit un édifice, un bâtiment quelconque à hauteur de 52 milliards. Alors que nous avons des bâtiments qui peuvent abriter, voilà, des centres, quoi. Je pense qu'avec Abdoulaye Wade, voilà, nous avons été servis sur ce plan-là. On aurait pu faire l'économie de ces nouvelles constructions et peut-être consacrer l'argent à d'autres secteurs prioritaires. Moi, je pense que aujourd'hui, il faut arrêter. C'est vrai, c'est eux qui disaient que voilà, les infrastructures, ça ne se mange pas. C'est vrai que c'est bien de faire des infrastructures et sur ce plan-là, le Sénégal a fait des bons. Il est bon aujourd'hui pour l'équilibre, quoi, de laisser les choses se tasser de ce côté-là pour pouvoir investir sur le capital humain, l'éducation, la santé, la question de la sécurité. C'est vrai, on va recruter et tout, mais je pense que c'est des secteurs importants. L'agriculture aujourd'hui, regardez, on est en train de nous concevoir une communication mensongère sur des récoltes qui seraient bonnes, alors que ça va être catastrophique. Bientôt, on va nous parler de famine dans le monde rural. Donc, ces fonds qui devraient être utilisés, moi, je pense que devraient être orientés dans ce sens-là, plutôt que de bâtir des édifices. C'est vrai, c'est une coopération avec la Turquie, mais ça va nous coûter de l'argent, c'est pas de la gratuité, c'est des dons comme ça, mais tôt ou tard, on va trinquer, on va casquer, on va devoir payer. Moi, je pense que au Sénégal, on a des problèmes avec l'utilisation des deniers publics, quoi. La question de la transparence, on n'en parle que de façon théorique, mais dans la pratique aujourd'hui, mais il y a des limites, quoi. Il faut que les acteurs de la société civile, forum civil et autres là, et malheureusement, je dois relever avec beaucoup de regrets, là j'insiste, quoi. Le gars là, comment il s'appelle encore, Jacques Abibsi, quoi, qui était dans la société civile, qui en avait fait voir à Idriss des Verts et pas mûr en termes de contrôle des chantiers de Thiès. Aujourd'hui, c'est lui à qui on a confié tout ça, la supervision des chantiers et tout. Et aujourd'hui, voilà, c'est l'opacité totale, quoi. Lui qui était si prompt à crier devant ces faits de ce genre, aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête au devant de telles agissements. Moi, vraiment, je ne reconnais pas certains Sénégalais devant l'argent, devant les responsabilités, voilà. Donc, ils sont vraiment irresponsables quand on les met, voilà, au devant et qu'on leur donne des responsabilités au niveau du pouvoir central. Et ça, c'est vraiment écœurant. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense que nous ne devons plus continuer à faire confiance à qui que ce soit. Les affaires du pays, ça nous concerne, nous devons les gérer nous-mêmes, nous devons nous mobiliser pour être beaucoup plus aux avant-gardes, pour être regardants, pour ce que nous avons vécu le 23 juin passé. C'est pas rien en 2012, c'est la voie qu'il faut suivre, la voie de la mobilisation. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire en sorte de construire des liens pour organiser la résistance sociale. Tous les secteurs doivent se mobiliser. C'est-à-dire qu'il faut arrêter cette politique qui veut que voilà, il y a des hommes icônes qui sont là, qui doivent prendre en charge la question des revendications. Quand on va au niveau du Forum civil, c'est l'autre la Mbodj, Jacques Abibsi, etc. à l'Untune, mais c'est des hommes, quoi, qui sont mortels, qui sont faillibles. Donc je pense qu'ensemble nous pouvons résister et peser davantage sur la balance, quoi. Que les Sénégalais se réveillent, que l'on prenne notre pays en main, quoi. Il n'est plus question de laisser les politiques là, c'est véreux, c'est professionnel de la politique, c'est professionnel de l'activisme là, comme ça, peut-être piller davantage nos pays et faire dans la complicité pour vampiriser les ressources de ce pays. C'est vraiment dommage. Très dommage. Donc, il y a d'ailleurs, avant que j'essaie d'intervenir un petit peu, mais de lire juste l'intervention de Paul, effectivement, qui te rejoint, Yaga, qui dit effectivement, je rejoins Yaga, car il est très pertinent. Le mensonge est devenu chez certains Sénégalais le tchèp quotidien. La valse des méga projets au Sénégal continue. Nos oreilles entendent la même musique, seul le rythme diffère. Des milliers de postes d'emploi à pourvoir, une nouvelle génération d'investissements à forte valeur ajoutée, des composantes
herculéenne, des partenaires solides pour finalement voir après des années de telles annonces solennelles et d'espérance sans limite tous nos rêves volés en éclats. Mais c'est exactement ça quoi. Mais Ndiaga, tu viens de dire, moi je suis convaincu, mais il y a une chose que parfois j'ai l'impression qu'on est un peu idéaliste, comme tu dis, tu en parles, mais on est un peu idéaliste avec ces gens-là qui s'accaparent de la révolte ou en tout cas du combat du peuple. Je donne un exemple, et c'est comme ça d'ailleurs, parce que le peuple a le droit à la résurrection, effectivement. Et c'est ce qui s'est passé le 21, tout ce que tu dis. Mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui prend la victoire du peuple. Et c'est ce qui est passé avec cette élite. Ils ont arraché la victoire du peuple pour finalement dissuader, en fait, changer les choses et faire la même chose. Donc, la flamme de la révolution, ils l'ont encore cachée et tout ça. Et c'est ça, parce qu'à eux seuls, ils ne peuvent pas faire la révolution. Une révolution se fait comme le 21, où tout le peuple s'est levé pour dire non. Mais qu'est-ce qui se passe à un moment? Ils prennent ça, parce que le peuple, il fait la révolution et il retourne s'asseoir quelque part. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est qu'il faut que l'organisation continue, comme le dit la dernière fois, je t'ai donné l'exemple de Roosevelt. Il faut que les gens continuent de s'organiser. Parce que si on fait confiance à cette élite-là, il n'y a rien qui va changer. Parce qu'à chaque fois qu'il y a changement, l'élite qui reste aussi impose ses règles. Et là, c'est pourquoi, comme le dit Paul, on est dans un éternel recommencement. Et ça, il faut qu'on continue. Mais aujourd'hui, ce que tu dis est important, mais ce qui est important, c'est que il ne se laisse pas faire finalement, cette élite. Parce que quand on achète Youssou Ndour, quand on achète ces gens-là que tu cites, le Habibullah que tu dis, on achète toutes les personnes qui étaient là, les grandes gueules. Donc on les récupère et on fait taire. Macky, combien de journalistes il a recruté au moment où il est arrivé au pouvoir? Ça veut dire personne ne te parle. Aujourd'hui, tu fais un commentaire sur Internet, il y a quelqu'un qui te répond directement. Donc, ils ont créé et ils pensent, il faut que ces gens-là soient sérieux, Ndiaga, à mon point de vue. Parce qu'on ne peut pas tromper le peuple comme ça en achetant tout le monde. Parce que des gens comme nous, il y aura d'autres qui vont se lever. Je pense que la fin, c'est quoi? C'est d'avoir une politique qui est sincère. Parce qu'avec la sincérité, on est tranquille, quoi. Et c'est ça qu'ils veulent. Parce qu'eux, ils pensent qu'il faudra tromper pour être là. Moi, je pense que la politique aujourd'hui, c'est d'avoir une politique sincère. De se dire, il ne faut pas qu'on rentre dans cet éternel recommencement, mais aussi il faut faire des choses qui sont des priorités. Faire un centre à Diamniadio, je ne sais pas quoi, de conférence, non. Il faut voir ce qui est possible. Macky ne peut pas être mégalomane comme Abdoulaye Wade. Il faut qu'il essaie de voir les réalités. Si c'est la demande sociale, il faut l'attaquer sincèrement. Il ne s'agit pas de bricoler, il ne s'agit pas de rafistoler. Il faut aller dans une politique sincère. Moi, c'est mon point de vue. On va juste lire, avant de te donner la parole, voir ce que dit notre ami Paul qui a un problème de micro. Mais la prochaine fois, on réglera tout ça. La question qui se pose est la suivante. Est-ce qu'on a des lois et des cadres réglementaires qui sont simples, transparents, faciles à mettre en œuvre? Est-ce que les procédures administratives et les exigences sont aussi simples, transparentes et pertinentes, permettent d'aller très vite vers la réalisation du projet? Est-ce que la logistique dans le pays est bonne? Est-ce que les institutions ou l'administration sont capables d'apporter l'appui et l'assistance nécessaire à l'investisseur? Ndiaga, on en a parlé en coulisses. Parce que quand on voit, pour répondre un peu à Paul, quand on voit ce qui se passe avec Karim Wade, on se dit mais c'est pas possible. La logistique n'y est pas. Parce qu'on aurait à un instant T, voir si Karim avait volé ou pas. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les pays, si quelqu'un vole, il y a directement, je peux donner le cas de Caïsac, le ministre là qui avait des paradis fiscaux, on l'a détecté à un instant T et le ministre a été destitué. Mais c'est aussi simple. Donc ça veut dire notre administration fait semblant d'être bien. Mais elle n'est pas. Il faut le dire. Notre administration fait semblant. Regarde quand tu vas, par exemple, je donne un exemple pour répondre à... Quand tu vas faire des papiers dans l'administration, on te demande de légaliser beaucoup de choses. Donc l'administration ne sait même pas pourquoi on légalise. Parce que légaliser, ça veut dire juste comparer. Il suffit d'apporter un papier et de voir la carte d'identité. Mais on a une administration qui date de 1960 et qui ne veut pas changer. Donc l'administration fait semblant finalement de travailler avec des rigueurs, mais que rien ne respecte. Là, les horaires aujourd'hui, on te dit, quand Macky est arrivé, il disait qu'il fallait pointer, mais finalement, on a laissé. Donc, la poudre aux yeux. Donc, l'administration, moi, de mon point de vue, Paul, c'est qu'il y a une sorte de parade qui est là, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Donc, la logistique, pour moi, n'est pas là pour pouvoir accompagner tout le monde. Hier, j'ai reçu un gars qui disait que Fonquier, c'est une entreprise de Club Paris, Sénégal, France, pour accompagner des entreprises, pour les inviter à venir au Sénégal. Mais il s'est rendu compte que quand il arrive ici,
mais il n'y a rien. Il n'y a que des paroles, il n'y a pas de sérieux, il n'y a rien. Donc l'administration fait semblant alors qu'il n'est pas là, et donc la logistique n'est pas là. Moi, c'est mon point de vue. La logistique n'est pas là, les institutions et l'administration sont incapables pour moi, à mon point de vue. On fait semblant et que c'est une routine. Yagas, l'impression que j'ai dans ce pays-là, c'est que, voilà, on répète des choses sans comprendre. Je finis sur un exemple, Ndiaga, c'est sur l'exemple que je vais finir. Une fois, j'étais en train de monter une association et je suis allé à la préfecture. Et j'ai croisé 5-6 personnes qui m'ont donné 5 versions différentes de comment on va faire une association. L'administration m'a même donné un spécimen de comment on règle la chose. Et quand je suis allé voir une femme, la femme m'a dit, oui, mais vous savez, dans une association, il faut mettre 2 commissaires au compte, parce qu'en cas d'élection, il faudra... Ils ont dans un système d'administration qui est dépassé. L'administration est dépassée et ils ne se rendent pas compte, ils résistent encore. Parce que ce système-là, les gens qui sont là, si on lui dit que le système sur lequel vous êtes, je pense que c'est des milliers de personnes peut-être qui pensent qu'ils vont aller au chômage parce qu'ils n'ont pas eu la formation pour s'adapter aux règles, donc ils ont peur. Et donc il faudra rassurer ces gens-là en leur disant, mais non, si l'administration change, on change avec vous. Vous allez faire des formations, vous allez employer Excel parce que c'est efficace, vous allez employer des mails parce que c'est efficace, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de questions avec lesquelles on doit évoluer et l'administration refuse d'évoluer parce que pour moi, elle a peur d'être perdue parce que, comme le disent les vrais savants sur le changement, on a toujours peur du changement et je pense que c'est ça qui pose problème dans la vie de mon point de vue. Bon, c'est vrai que voilà, il y a un débat ancien sur le régime de l'administration, quoi, un débat. Parce que nous, notre administration est basée sur le modèle napoléonien, quoi, où voilà, celui qui est agent de l'administration doit soumission et loyauté à son supérieur. Et tout ce qui a été fait en termes de complicité, voilà, lié à des prévarications, voilà, le sont parce qu'effectivement, le régime de notre administration est dépassé. Aux États-Unis, ils sont dans un cadre, au lieu d'un système carrière comme nous le connaissons ici au Sénégal, ils sont dans un système contractuel, quoi. C'est-à-dire que l'agent administratif, on le recrute pour sa compétence d'abord, pour des services particuliers à rendre, quoi. Fini ses services, il peut aller ailleurs. Maintenant, libre à l'État de le reconduire dans ses fonctions. Moi, je pense que la question de l'administration se pose, c'est vrai, mais les textes, je suis d'accord, nous avons de bons textes au Sénégal. Mais si c'est ce qui sont ça, donner corps, animer les textes-là, ne sont pas bien dans leur posture, ne sont pas bien dans les valeurs qui les font agir, mais ça pose problème, quoi. Et c'est ça tout le problème de l'administration sénégalaise. Nous avons une administration vieille qui s'accroche sur des questions de loyauté, de soumission, alors qu'aujourd'hui, on parle de questions de légitimité, de questions de performance, de voilà, compétitivité, quoi, de rendement interne. Voilà ces questions sur lesquelles on devrait peut-être évaluer notre administration et non sur des questions ringardes de soumission, de loyauté telles que les avait énumérées Napoléon dans le Moyen-Âge. Moi, je pense qu'il y a une réflexion à mener dans ce sens-là. Et l'autre point, c'est qu'il y a une notabilisation de notre administration. Aujourd'hui, on est en train de parler d'enrichissement illicite, mais regardez tous ces directeurs de services d'administration qui roulent avec de rotulantes voitures. Voilà, que leur salaire ne leur permet pas de se payer. Voilà, il faut chercher ça. Il faut que les gens, à tous les niveaux, il y a des prévarications. Les gens ne se limitent pas à une gestion sobre des ressources. Des fois, on joue avec les ressources des services. Des fois, on détourne les fonds. Des fois, on fait dans le gré à gré. On tord le cou au texte. Des fois, on fait des soustraitances de marché. Voilà, nous avons une administration malade de partout aujourd'hui. Mais malheureusement, on ne pose pas le débat parce que c'est ce qui devrait poser le débat. Ils sont là impliqués jusqu'au cou. C'est les agents de l'administration. La société civile aujourd'hui, c'est une société civile alimentaire. Quand Wade disait que voilà, la société civile, c'est des politiques qui avancent masquées. Nous venons d'en avoir aujourd'hui la certitude parce qu'ils sont tous où? Aux côtés du pouvoir. Personne ne parle plus de rien. On ne parle pas de ces questions que nous posons. Les journalistes aujourd'hui, ils sont systématiquement alignés. Ils sont allés faire, voilà, acte d'allégeance à Macky Sall. Aujourd'hui, il est très difficile d'avoir un débat sérieux sur des questions d'importance nationale. Et vraiment, ce serait malheureux, quoi. Et dans ces conditions-là, nos institutions ne peuvent que s'en porter mal, mon cher ami. Et vraiment, c'est dommage. Il faut faire quelque chose.
ça devient à la limite même une urgence que de se mobiliser pour sommer le réveil et dire non, ça suffit, parce qu'on va droit dans le mur. Effectivement, Ndiaga, c'est cette mobilisation que parle Paul Diouf. Il parle de cette mobilisation, mais avant, il disait quoi? Il disait, au lieu d'aller au fond des choses et s'attaquer en priorité aux dépenses de fonctionnement de l'État, on affrète l'avion du peuple sénégalais pour des voyages présentiels pour parcourir le monde sans résultat tangible à ce jour. Autre pays, autre objectif pour les présidents voyageurs. À leur retour au pays, le bilan est scruté à la loupe. À la suite de leur tournée, quels nouveaux investissements ont-ils apporté au pays? Combien de contrats ont-ils signés par des chefs d'entreprise accompagnant le président? Quelle action entreprendre pour l'ouverture du nouveau marché? Qu'en est-il du dernier voyage de notre président? Nous avons affaire à des gouvernements malentendants où la suffisance est la règle alors que le doute est permis dans leurs performances passées. Moi, je pense qu'on est à un niveau où il faudrait quand même sérieusement se poser des questions liées à la performance du président de la République. Parce que le président de la République, il ne faut pas oublier, c'est une institution comme le gouvernement. Quand Mimi était là, on disait que il fallait peut-être gérer la question de la compétitivité qui battait de l'aile, mais le président de la République également, en tant que première institution, doit rendre des comptes, et il doit être évalué à l'aune de l'efficacité et du rendement, Le président de la République, quand il voyage, on mobilise beaucoup d'argent, ça fait des millions et des millions, parfois même le mois, on dépasse des milliards pour les voyages du président de la République. Ça ne nous sert à rien. Il faut que l'on se pose des questions sur le rendement du président de la République. C'est vraiment dommage que sur ces questions-là, on passe tout à fait à côté. Le président de la République, il peut faire ce qu'il veut, Ça, c'est pas normal. Il faut que ça cesse. Yaga, on a presque épuisé il nous reste que 5 minutes et c'est intéressant de savoir que le débat, il est intéressant. Mais Yaga, juste une question, parce qu'il faut qu'on y revienne encore. C'est la question de cette fête qu'il y a eu là-bas. Moi, je vais être méchant quand je dis race. Mais il y a des personnes qui sont là, on les appelle griots, je ne sais pas comment on peut les appeler. Mais ces gens-là, finalement, c'est qui pour notre peuple? Qu'est-ce qui nous rapporte officiellement, à part de faire des éloges, de faire l'apologie d'un président? Alors, au lieu de se poser cette vraie question, comment devons-nous faire de ces gens-là? On peut les citer, c'est Youssou Ndour, c'est El Hadj Mansour, c'est Bekay, c'est tous ces gens-là qui tournent, alors que le rendement au niveau sociétal, qu'est-ce qu'ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont apporté exactement? Je me pose des questions sur ces personnes-là qui sont là et qu'on a vu leur trajectoire, Le problème que j'entrevois, le problème sociologique avec ce qui vient de se passer ici, c'est un problème de reproduction, de procédés dignes des royaumes du Sénégal ancien, Parce que, c'est comme qui dirait le roi et son précaré, sa cour, avec des griots, qui vont chanter sur l'oise. On a l'habitude de dire que, le flatteur vit au dépend de ceux qui l'écoutent, Ces gens-là, ils sont entretenus par le président de la République qu'ils flattent à longueur de journée, Donc, moi, je pense que, mais Macky, on ne devrait pas lui pardonner ça, parce que il a été tenu devant c'est-à-dire des valeurs brandies comme ça, haut la main, comme des slogans pour dire, gouvernance sobre et vertueuse, Et aujourd'hui, il va nous ramener dans le Sénégal des royaumes, tel un roi avec sa cour, C'est ce qui s'est exactement passé là-bas à Diamniadio. Et c'est vraiment dommage pour ce pays-là. Les préoccupations devraient être orientées ailleurs, Ces gens-là, ces griots-là, mais ils roulent pour leur propre compte, Ce qu'on va leur donner, mais ils vont mettre ça devant le poste, ils vont se taper, un bon dîner devant leur dîner, et c'est fini, Dommage que l'on joue avec l'argent. Et c'est sûr que ce que Macky va distribuer à Youssou Ndour ou à El Hadj Mansour Mbaye ou à son Jalila Farba Ngom, mais c'est pas son argent, c'est l'argent du contribuable, c'est notre argent, c'est ce qu'il y a de plus écœurant dans cette histoire-là, Mais c'est comme Senghor quand il payait, à l'insu de tous, l'autre là, sa cantatrice là, comment elle s'appelle, la défunte Sérère là, Yande Cordesen, C'est comme Abdou Diouf également quand il payait le vieux là qui a du mal à prendre sa retraite, El Hadj Mansour Mbaye. C'est ça. Abdoulaye Wade, on l'a connu avec Abdoulaye Mbaye Père, Mais je pense que Macky, il était beaucoup plus jeune. Il a l'habitude de dire qu'il n'a pas connu la colonisation. Il ne doit pas, il est aussi loin également du Sénégal des royaumes. Mais ce qui nous sert là, vraiment, c'est digne du Sénégal des royaumes. C'est vraiment dommage pour ce pays.
Merci, merci Ndiaga, merci à Paul. On est presque à la fin de cette émission. C'est juste, on va rappeler à Paul qui, pour finir, nous dit ça. J'appelle tous les patriotes et démocrates à se rassembler dans un front de refus de la médiocrité. Car les Sénégalais sont tristes, mais pas abattus. Affectés, mais pas écrasés. Amers, mais pas découragés. Ils sont patients, mais pas résignés. Lucides, limpides et perspicaces. Ils savent aussi être impitoyables, durs et cruels. Bref, un très grand peuple qui a toujours honoré ses rendez-vous avec l'histoire. Comme il s'est débarrassé du président Wade, il se débarrassera sans pitié ni mansuétude des mots fauves et des arrivistes de tout poil. J'ai davantage peur en passant à toute la démagogie avec laquelle des registres importants de la vie nationale sont gérés. J'ai fait allusion à toutes les fausses statistiques qui sont régulièrement servies au Sénégal pour faire croire, paraît-il, au président qu'il aurait fait plus et mieux que tous les présidents et chefs d'État sénégalais réunis. Merci Ndiaga, merci à toi Paul Diouf depuis Accra. Je vous rappelle, c'est la fin de votre émission. Aujourd'hui c'était le budget, mais aussi c'était la bamboula de la dernière fois. Merci à Ndiaga, on va vous quitter sur un mot, Ndiaga, avant de quitter. Le mot, c'est de dire aux Sénégalais qui nous écoutent que si nous nous couchons, nous sommes morts. Il n'en est pas question. Restons debout et battons-nous pour le pays. Si nous nous couchons, nous sommes morts, dit Ndiaga. Moi, je le pense fermement. C'est exactement ça ce que disait Tocqueville il y a très longtemps. Il donnait ce grave avertissement. Si les citoyens ne s'engagent pas régulièrement dans la marche de leurs propres affaires, le gouvernement du peuple par le peuple disparaîtra. La participation des citoyens constitue l'esprit et la force qui anime une société fondée sur le volontariat. Je pense que c'est tout le résumé, en tout cas, de ce débat, de cette émission. Depuis le début, c'est le peuple qui est à la fois la faiblesse et la force de l'idéal démocratique. Les gens ne peuvent être libres que s'ils sont prêts à sacrifier leur intérêt personnel pour garantir la liberté des autres. Il faut qu'il y ait des gens qui se sacrifient et les voici. C'est Paul Diouf depuis Accra, c'est aussi Ndiaga qui perd son temps parfois pour venir nous parler. C'est aussi les auditeurs qui nous écoutent, qui participent avec nous ces débats-là. Merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous lundi 19h, 21h, même endroit, même ton, même rythme, même couleur. Pour le Sénégal, parce que ici, encore une fois, ce n'est ni pour Macky, ni pour quelqu'un d'autre, c'est pour le peuple sénégalais. Merci aux auditeurs de Adja News, excellente soirée. Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Ça se passe au Sénégal, c'est l'émission phare sur Adja News Radio. Babacar Buzz Diedhiou et ses chroniqueurs, 20h, 22h, c'est l'heure du débat sur Adja News Radio. Participez par Skype en tapant Adja News Radio. Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Réumi Kawo total.